Charles X est tel que je l'ai peint. Doux, quoique sujette à la colère, bon et tendre avec ses familiers, aimable, léger, sans fiel, ayant tout du chevalier, la dévotion, la noblesse, l'élégante courtoisie, mais entremêlée de faiblesse, ce qui n'exclut pas le courage passif et la gloire de bien mourir. Incapable de suivre jusqu'au bout une bonne ou mauvaise résolution, pétri avec les préjugés de son siècle et de son rang, à une époque ordinaire, roi convenable, à une époque extraordinaire, homme de perdition, nom de malheur. Chateaubriand, Mémoire d'outre-tombe. Né à Versailles le 9 octobre 1757, Charles-Philippe, le futur Charles X, est un des petits-fils de Louis XV, ayant donc parmi ses frères Louis-Auguste ayant régné sous le nom de Louis XVI. Il porte le titre de comte d'Artois à la cour de Versailles, titre qu'il gardera toute sa vie. Avant la Révolution française, il est pour des changements progressistes majeurs comme les impôts touchant tous les ordres. Mais lorsque les événements s'emballent et que la Révolution commence, il est bien plus radicalement opposé à ce mouvement que son frère Louis XVI, indécis et cherchant l'apaisement. Le comte d'Artois se lie avec la reine pour trouver des solutions contre-révolutionnaires. Charles-Philippe quitte le pays 2 jours après la prise de la Bastille, sur les conseils de son frère. Prêt à s'organiser depuis l'étranger pour changer le cours du destin, il s'arrête en Italie où il organise une cour de frondeurs nobles, puis part à Coblentz, dans le Saint-Empire, lieu des réunions de tous les émigrés à partir de 1791. Sa vision initiale du roi est celle d'un monarque se devant se rapprocher, en quelque sorte, de l'héritage de celle de l'absolutisme de Louis XIV, tout en ne négligeant pas certaines idées libérales de son époque. Mais pour lui, le roi doit rester le maître et non un simple symbole. On lui attribue même la phrase « J'aimerais mieux scier du bois que de régner à la façon du roi d'Angleterre ». On lui attribue un manque de courage lors des interventions des Chouans et des Vendéens avec l'appui anglais qui s'opposent à la Révolution. Il se réfugie en Angleterre en 1796 après plusieurs expéditions en effet avortées. Mais il est vrai qu'il n'avait pas toutes les cartes en main pour réussir ses actions, et cherchait en fait à agir avec prudence, plutôt que de se lancer dans des projets incertains. Il fait un complot pour tenter d'assassiner Napoléon Bonaparte. En réaction, le premier consul assassine de son côté le duc d'Enghien le 21 mars 1804, descendant de la maison des Condé, maison qui était une des chefs de file de l'opposition royaliste. Charles-Philippe rentre en 1814 grâce aux armées alliées, avec la première abdication de Napoléon Ier en avril 1814. Il est reçu à Paris et est reconnu comme lieutenant général du royaume, en attendant l'arrivée de Louis XVIII. Il ne joue pas un grand rôle durant la première Restauration, c'est-à-dire avant le retour express de Napoléon durant la période de 1814 à 1815 nommée les 100 jours, à part son éclat et son aura, de par son charisme qui subjuguait les foules. Durant la deuxième Restauration, il devient chef du parti ultra-royaliste et devient très influent politiquement. Le neveu de Louis XVIII, le duc de Berry, est assassiné le 14 février 1820 par un ouvrier bonapartiste nommé Louvel, qui cherchait à éteindre la lignée des Bourbons. Cependant, par miracle, le 29 septembre 1820, un autre fils naît de Marie-Caroline des Deux Siciles, la femme du défunt duc. La dynastie est donc sauvée. On surnomme l'enfant du miracle, qui sera considéré comme Henri V par les royalistes et prendra le titre de comte de Chambord. À la mort de Richelieu, l'un des principaux ministres de Louis XVIII est nommé Villèle, un proche du comte d'Artois. Pour certains historiens, c'est le début du règne officieux de Charles-Philippe. La guerre d'Espagne a lieu en avril 1823 pour y rétablir les Bourbons d'Espagne. Elle se fait via le duc d'Angoulême, l'un des fils du comte d'Artois. La victoire décisive du Trocadéro le 31 août 1823 marque le retour sur le plan diplomatique international de la France. Il succède à son frère qui meurt le 16 septembre 1824. À la mort de son frère, il fait l'éloge de la charte constitutionnelle qu'avait prônée Louis XVIII. Il y prête serment le 17 septembre 1824. Il décide de laisser les ministres actuels de Louis XVIII. Il supprime la censure le 20 septembre et jouit d'une véritable popularité pendant quelques mois. Il engage ensuite son projet personnel, avec l'appui du camp ultra-royaliste, dont l'indemnité des émigrés dépossédés par la Révolution, et accroît l'influence de l'Église tout en favorisant l'aristocratie foncière. Je vais citer le résumé de l'historien Jean-Paul Clément pour comprendre son point de vue politique. Toute sa politique, parfois incomprise, fut de rétablir une transcendance dans la société, Dieu, le roi, la noblesse, la famille. Le 2 décembre 1824, il met une grande partie des officiers à la retraite, car la paix était là. Cela met en rage la presse libérale.
On considère cet acte comme une revanche prise sur les soldats de l'ancienne grande armée de Napoléon. Il vote ensuite le milliard des émigrés le 27 avril 1825. Comme la charte garantissait l'irrévocabilité des biens nationaux, le roi devait donc compenser en indemnisant les émigrés royalistes qui s'étaient fait voler leurs biens durant la Révolution. Au Parlement, les débats étaient vifs et aboutissèrent à 630 millions, et non pas 1 milliard, qui furent donnés en compensation aux ex-émigrés. Son ministre, Villèle, déposa aussi 2 lois portant sur la religion la même année. Une sur la communauté des femmes qui tentait en fait de faire revenir progressivement les congrégations jésuites en France, ce qui n'aboutit pas, et une loi sur la répression du sacrilège qui fut adoptée et pouvait aller jusqu'à la peine de mort, qui ne fut malgré tout jamais appliquée. Ces 2 lois provoquèrent la fureur de la presse libérale. Le roi se fait sacrer le 29 mai 1825 à Reims avec l'appui de Chateaubriand. Même si une partie de sa population soutient ce sacre, l'opposition libérale, elle, ne manque pas de manquer son archaïsme. Il est vrai aussi que le roi vivait avec une cour dispendieuse, ce qui rappelait les abus de l'Ancien Régime. Mais c'était aussi un mécène très intéressé par les arts. Il ouvre même une nouvelle aile du Louvre intitulée Musée Charles X. On lui doit aussi par exemple l'obélisque de Luxor, qui est une de ses commandes et non pas, comme beaucoup le croient, une commande de Louis-Philippe. Sous son règne est dissoute la garde nationale en 1827, croyant que celle-ci lui était hostile, alors qu'en fait ce n'était qu'une petite partie d'elle. Il fait face à de nombreuses manifestations et à une presse de plus en plus hostile suite à ses décisions politiques et sa foi catholique intense. On lui a malgré tout, dans les milieux catholiques, parfois reproché son gallicanisme, volonté de faire de la religion en France en dehors de l'Église de Rome, alors que celui-ci favorisait les jésuites, qui étaient tout à fait pour l'Église romaine. En fait, il était assez peu intéressé par ces débats théologiques. Une véritable théorie du complot se met en place contre les jésuites en France, car une partie de la presse est persuadée qu'ils contrôlent le pays, comme à l'heure actuelle on le fait pour les francs-maçons. Pour mettre un terme à ces théories, Charles X se retrouve contraint de les dissoudre, aux grandes dames des ultras et d'une partie du clergé. Il réalise aussi une loi sur le droit d'aînesse, recyclage d'une ancienne loi, permettant de choisir à quel fils l'on donnera son héritage. C'est une loi peu importante car elle était déjà applicable sous l'Empire dans les faits, mais elle provoque un émoi dans la presse car on considère qu'il s'agit là d'un archaïsme. Cette loi fut rejetée par la Chambre des Pairs. Est aussi moquée la girafe offerte par Mehemet Ali, vice-roi de l'Égypte ottomane. Elle provoque les railleries de la presse qui compare la girafe à Charles X. Malgré tout, il voyage à Saint-Omer en 1827, où il jouit encore d'une grande popularité auprès de la population. Sur le plan de la politique extérieure, il va s'occuper de la Grèce. Il a la volonté de libérer un peuple opprimé. La bataille décisive de Navarin se déroule le 20 octobre 1827 via une coalition franco-anglaise qui détruit les troupes turco-égyptiennes. L'indépendance de la Grèce est actée par le traité d'Andrinople du 14 septembre 1829. Les élections de 1827 poussant toujours plus la gauche aboutissèrent à la démission de Villèle, son principal ministre, qui cherchait à promouvoir les grands propriétaires terriens contre les bourgeois. Le but affiché, que l'on retrouvera sous le ministère Polignac, était de retrouver un fossé entre tiers-état et la noblesse et d'affaiblir donc la bourgeoisie. Charles X va tenter l'entre-deux avec le ministère Martignac de 1828 à 1829. Celui-ci se veut rassurant. Mais la parenthèse se referme avec le ministère de son ami Jules de Polignac en 1829. Le ministère Polignac est un ministère réactionnaire qui laisse entrevoir un coup d'État contre la charte constitutionnelle. Mais dans ce ministère se passe énormément de choses. Il y a tout d'abord la guerre d'Algérie. C'est une réponse aux affronts du Dey et aux attaques barbaresques des pirates méditerranéens kidnappant et mettant en esclavage des chrétiens en janvier 1830. Elle est dirigée par le maréchal de Bourmont. C'est un ancien général français durant l'Empire. C'est un succès militaire avec la prise d'Alger le 5 juillet 1830. Sous le ministère de Jules de Polignac est aussi favorisée l'instruction publique en province. Mais la possibilité d'un coup d'État en se débarrassant de la charte se fait de plus en plus sentir. Ce qui amène une partie des députés à adresser une défiance à l'égard du gouvernement, appelée l'adresse des 221, du nombre des députés, le 18 mars 1830. À cette adresse, le roi veut en réponse recourir à l'article 14 de la charte. Article 14 qui dit «
Le roi est le chef suprême de l'État. Il commande des forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce, nomme à tous les emplois d'administration publique, et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois et la sûreté de l'État. Il espère ne pas en arriver à là et provoque des élections anticipées en espérant qu'elles aillent dans son sens. Les élections anticipées ont lieu le 8 juillet 1830, mais ne vont pas dans son sens et laissent une grande part à l'opposition. C'est alors qu'ont lieu les ordonnances dites de Juillet ou de Saint-Cloud. La première supprime la liberté de la presse qui doit désormais soumettre à la censure du gouvernement. Une deuxième dissout la Chambre des députés, alors qu'elle venait tout juste d'être élue et ne s'était même pas encore réunie. La troisième complexifie le système électoral, favorisant les grands propriétaires terriens. Tout cela va mettre les feux aux poudres et provoquer la révolution dite des Trois Glorieuses. En 3 jours, Paris s'enflamme progressivement, puis le reste du pays. Charles X doit s'enfuir. Le duc d'Angoulême, appelé Louis XIX, abdique immédiatement aussi la couronne. Charles X laisse la lieutenance générale du royaume à Louis-Philippe, qui aurait dû régner en tant que régent d'Henri V, ce qu'il ne fit pas, et se donna le titre de roi des Français. Il y a ensuite l'exil de Saint-Cloud. Il doit partir en Angleterre, Prague, puis Goritz, où il meurt le 6 novembre 1836 à l'âge canonique de 79 ans. Le bilan de Charles X est souvent vu comme négatif. Mais il ne faut pas occulter la paix dont a joui la France, une politique étrangère réussie, une expansion économique et une explosion des arts sous son règne. Stendhal, républicain assumé, écrit même « Il faudra bien des années pour retrouver, si on le retrouve, le bonheur qu'il y a à vivre en France sous le règne de Charles X. »